Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps que j'attends de filmer comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de bilan culturel. En gros, j'ai pas fait pendant 2 mois mes bilans culturels et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de juste faire la crème de la crème de ce que j'ai préféré, de vous partager seulement ce qui vaut le coup pour vous de découvrir. J'ai décidé de mettre sur mon Instagram une story permanente de mes lectures de la nouvelle année où je sois là en mode... Je recommande, c'était vraiment bien. Donc, je vais commencer pour changer par un film. Je suis allée voir Spider-Man au cinéma. C'était un film extraordinaire. Donc c'est un film d'animation des studios Sony. Ça s'appelle Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse, quelque chose comme ça. En gros, c'est l'histoire de... Je crois que c'est dans la bande-annonce. Is that spoiling? Bon, il y a une histoire d'univers parallèle. C'est rare que j'ai envie de retourner voir un film une deuxième fois et je pense que je vais y aller demain. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que à chaque fois en fait, je me disais mais putain, ils ont osé, genre, ils ont vraiment fait des choix intéressants. Enfin, rien que l'histoire, tu te dis c'est un petit peu fucked up, enfin, une histoire d'univers parallèle. Après c'est l'univers des super-héros et tout. Vraiment j'ai beaucoup ri, c'est un énorme coup de cœur. J'ai été ravie de voir un Spider-Man noir et aussi attachant. Quand je regardais le film, je me disais mais c'est vraiment incroyable, genre ils ont pensé à faire ça. Par exemple, donc Spider-Man ça vient d'un comics, c'est une bande dessinée de super-héros. Et t'as un peu des codes dans les comics comme les rectangles qui disent pendant ce temps dans la ville de Gotham City, ou des bulles, ou tu sais on signifie les coups par des onomatopées en mode boom, ou des traits. Et dans le film t'as une sorte de reproduction de ça. Et j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé que c'était original en fait, j'ai trouvé que ça changeait beaucoup des films d'animation Pixar et que c'était une nouvelle ère de l'animation. Je sais pas si on peut dire ça, mais je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'animation. Si vous en avez à me recommander, on en a parlé sur mon Instagram. En sortant du film, j'avais fait une petite story qui parlait de mon agacement face à comment l'animation est considérée par rapport aux autres types de films, surtout live action. Alors c'est un débat qui est hyper intéressant, je l'ai laissé en story permanente sur mon compte. C'est grave mon truc en ce moment, les stories permanentes. Du coup on m'a recommandé des films d'animation et des dessins animés et j'étais super contente. Mais c'est un médium que j'adore, que je trouve fascinant. Et en vous faisant cette petite réflexion sur mon Instagram, je me suis aperçue en fait, et je sais pas si c'est abouti, mais j'ai compris que ce qui me plaisait en fait dans les BD, dans les films d'animation, plus que le live action et... les acteurs de chair et d'os comme j'ai pu en parler, c'est que quand je vois un film d'animation, je suis plongée dans l'histoire et voilà, j'apprécie l'histoire, plus ou moins, les personnages, l'intrigue, tout ça. Mais ce qu'il y a en plus pour moi par rapport aux autres films, c'est la dimension créative, genre c'est une fabrication. On peut tout à fait remettre ça en question parce qu'un film, bon là c'est parti en réflexion, un film c'est une création, les acteurs on les dirige, c'est pas naturel, c'est rarement de l'improvisation, mais quand t'as un film d'animation, tout a été créé, le corps a été créé, mais comme quand je lis un livre maintenant après mes années d'études de lettres, bah je vois les ficelles, et je dis pas ça en mode je suis une artiste qui a tout compris, c'est juste je vois le point de vue de la création et je me dis putain ils ont inventé ça, ils ont pensé à ça, ah c'est marrant ça comme blague ou quoi tu vois. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis, peut-être vous allez vous en rendre compte aussi quand vous voyez un film, vous dites ce plan là il est vraiment super. Vraiment j'essaie pas du tout d'être prétentieuse ou quoi, mais j'aime bien comprendre ce qui fait que j'aime une œuvre ou pas. Le seul truc qui m'a un peu déplu dans ce film c'était la morale un peu gnangnan, genre à 2 reprises il répète on peut tous être des super-héros. Je sais pas, ça m'a un peu saoulée, j'étais là, putain c'est dommage quand tu fais un film aussi cool et neuf, d'être là en mode tout le monde peut porter le masque de Spider-Man, alors que non c'est pas qui casse. Et un dernier point, alors no spoil, mais j'ai trouvé que il y avait beaucoup de rebondissements auxquels je m'attendais pas. Je suis allée voir Astérix hier au cinéma. J'aurais pas prévu d'aller voir Astérix au cinéma si c'était pas pour les cours, mais je dois écrire une critique dessus et j'étais là. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'attendus. C'est un film qui est un peu plus pour les enfants, un peu plus jeunes j'imagine, Astérix. Mais toutes les blagues, tous les contrastes, c'est des attendus. Et en même temps c'est ce qui marche pour les enfants. Mais j'ai trouvé que dans Spider-Man t'avais justement moins ça. Et il y a des moments j'étais là mais... genre j'attrapais mon siège et tout, j'étais là mais... Donc voilà, donc Spider-Man, un film que je vous recommande à fond. Moi je vais retourner le voir demain parce que le MK2 en semaine 5€, ça vaut le coup, sur grand écran c'est top. Ensuite j'ai beaucoup lu Jean Cocteau. Alors dans mon dernier bilan culturel, je vous parlais du Grand Écart, un mini roman
qui m'a énormément déçue. Si vous voulez avoir mon avis dessus, je vous mettrai la vidéo. Mais j'ai persisté. J'étais là, mais attends, il y a quand même un truc auquel je suis sensible chez cet auteur et tout. Et j'ai acheté La Machine Infernale. Et j'ai adoré, c'était vraiment super cool. Mais avant, j'ai aussi lu Antigone, suivi d'une toute petite pièce de théâtre qui s'appelle Le Marié de la Tour Eiffel. Pour vous parler de ces trois œuvres que j'ai lues récemment. La Machine Infernale, c'est une réécriture du mythe d'Édipe. Donc moi, c'était mon programme quand je passais le bac. Donc je maîtrise à la perfection Édipe Roi. Mais on connaît tous le mythe d'Édipe qui épouse sa mère, tue son père. Et franchement, je vous recommande cette pièce parce que j'ai trop rigolé. Le premier et le dernier acte, c'est un peu plus sérieux. En fait, les personnages sont un peu caricaturaux, genre les gardes, ils sont débilos. Tirésias, c'est le pauvre vieux que personne n'écoute alors que c'est le plus sage. Jocaste, c'est une femme romanesque et soupirante. Enfin, Édipe, c'est un personnage qui est pas du tout un héros, enfin genre il est opportuniste, il a eu de la chance, il est risible. Orgueilleux et fougueux. T'as le fantôme de Laios qui revient, personne fait attention à lui, enfin bref, c'était vraiment super sympa et j'ai enfin trouvé la dimension ludique que j'avais aimée dans le début du Grand Écart et poussée tout au long du livre quoi. Ça se lit très vite, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Juste c'était marrant et j'adore cette idée de réécrire des mythes. C'est pas nouveau mais ça m'a donné envie moi de m'appliquer à cet exercice et je me suis dit ouais ce serait marrant. C'est pas burlesque, genre c'est pas poussé jusqu'au bout. De se moquer des personnages, c'est un peu cette pointe d'ironie comme si c'était déjà présent dans le mythe au début, tu vois. Et juste cette dérision mêlée au tragique, c'est nouveau pour moi et ça me plaît beaucoup. Ensuite, je suis allée acheter Antigone, donc tous ces livres, je les ai achetés chez Gibert pour 3 francs 6 sous. Antigone, c'est la fille d'Édipe. Chronologiquement, dans l'histoire des Labdacides, t'as Édipe se crève les yeux, les fils d'Édipe s'entretuent, et Antigone veut enterrer ses frères. Ok. Donc pareil, une histoire assez connue qu'on a sûrement étudiée tous au collège. Là c'était vraiment sympa, mais beaucoup moins drôle. Genre je m'attendais à un peu plus de traits d'esprit, de pointe d'humour, et ça s'est pas vraiment présenté, mais c'était quand même une pièce hyper... J'ai perdu mon train de pensée, mais je voulais dire que c'était une pièce hyper agréable à lire, que je recommandais, qui était écrite dans une langue très claire, et juste, c'était chouette. La pièce d'Antigone se présente comme une traduction de Sophocle, raccourcie. Et après la pièce d'Antigone, t'as Les Mariés de la Tour Eiffel. Quand j'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait un autre livre, mais c'était pas ce que je voulais lire a priori. C'est une toute petite pièce qui fait 40 pages à peu près. En un trajet de métro, c'est plié. Et c'était vraiment une découverte absolue. C'était super absurde, c'était vraiment pas du tout le genre de pièce auquel je me serais intéressée avant. Et c'était un vrai bijou. J'étais ravie de lire ça. Des personnages qui décrivent la scène qui se passe. Je me demande comment ils ont mis ça en scène, franchement. Je trouve ça vraiment brillant et je sais que ça plairait pas à tout le monde, mais ça vaut vraiment le détour. Enfin, je suis triste de pas avoir découvert ça avant. Parfois, quand t'essaies d'avoir un style fun, absurde, simple en français, ça peut donner quelque chose d'un peu prétentieux et d'un peu pompeux, mais ici je trouve que c'est pas du tout le cas. Enfin, vraiment, j'ai trop rigolé dans le métro. Et voilà, je recommande. J'aime retrouver dans mes lectures ce côté un peu, bah ouais, pas prise de tête et sans le jugement. Genre c'est pas parce que t'es un adulte que tu devrais lire que des drames ou que des livres qui ont un sens nécessairement. Pour parler de l'intrigue de cette pièce, c'est un mariage qui se déroule au restaurant de la Tour Eiffel ou à un étage de la Tour Eiffel. Il y a des photographes, quelque chose comme ça, et le photographe, quand il prend une photo, il y a un animal, un bébé qui sort et c'est trop bizarre. Moi je trouve que c'est beau dans ce qu'il y a d'aléatoire dans ce livre. Enfin, vraiment tu t'es dit mais il a ouvert un dictionnaire, il a pris genre un mot au hasard pour créer l'intrigue et vraiment ça me reste en mémoire. Donc je voulais vous en parler. Vraiment en ce moment Cocteau c'est mon auteur et je suis ravie de m'être accrochée après le Grand Écart qui m'a déplu. Donc là j'ai acheté Les Enfants Terribles. Je sais que c'est le nom d'une école de théâtre à Paris parce qu'il y a Sabine de la chaîne Cour qui est là-bas. J'ai hâte de lire ça. Ensuite j'ai lu une BD qui s'appelle Les Lumières dans la nuit. C'est une BD de Lorena Alvarez. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette BD c'est les dessins. Les dessins. Parfois le dessin ça suffit pas à rendre une œuvre intéressante ou mémorable. Comme cet été-là, le roman graphique que je vous ai présenté dans mon dernier bilan culturel. C'était un très beau livre, c'était très joli, l'histoire était là. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sandy qui dessine ses rêves en se réveillant. Il y a une nouvelle petite fille qui arrive à son école, elles deviennent amies. C'était génial. J'ai juste été transportée par les dessins et l'histoire est vraiment sympa en soi. C'est pas nouveau qu'il y ait des mises en abîme de l'artiste dans son œuvre, genre le dessin qui prend vie ou
un personnage qui dessine, un personnage artiste, une histoire assez simple. Enfin franchement c'est plutôt linéaire et j'aurais trop aimé qu'il y ait un peu plus quoi. Mais c'est plus pour la beauté des dessins que l'histoire elle se tient. Les couleurs sont trop belles, il y a du violet, du bleu, du orange, c'est magnifique. Je m'arrêtais un peu sur chaque dessin pour regarder les détails. Les personnages ont des gros yeux, c'est adorable, c'est lumineux et c'est assez... Il y a un tour d'épouvante dans ce livre et les enfants ils adorent ça, genre c'est rebondissant, c'est trop mignon. Enfin, il y a une vraie légèreté dans les mouvements des personnages alors que c'est une BD. Sinon t'as toute une réflexion sur la frontière poreuse entre rêve et réalité, ça c'est pas nouveau mais c'était Mimi. Pour parler de musique maintenant, ce mois-ci j'ai énormément écouté Declan McKenna, c'est un artiste que j'ai découvert sur Spotify. Et en gros ce que j'aime bien faire en ce moment c'est chercher un profil d'artiste sur Spotify et mettre la radio en bas. Et t'as plein de sons qui ressemblent à ce que t'aimes et du coup tu découvres des sons comme ça. Ça c'est pratique quand t'as un peu la flemme de chercher ou quoi. C'est surtout ça que j'ai beaucoup écouté ce mois-ci, c'est un style... Allez écoutez, je vous mets un extrait de mes 3 musiques préférées. Je parle presque dans chaque vidéo de Marie Kondo. Elle est de plus en plus connue maintenant et d'un côté ça me fait plaisir, de l'autre je vois des insultes parfois sur Twitter, je suis là... Des gens qui la comparent à une machine ou quoi, ouais merci pour votre déshumanisation. Marie Kondo c'est une femme incroyable. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des favoris. Cette femme a changé ma vie. Je veux faire une vidéo à propos de ça. J'ai envie d'expliquer dans quelle mesure je suis minimaliste et ce que ça signifie pour moi et comment je me sens plus responsable et comment j'ai envie de sauver la planète. J'avais lu Spark Joy, son 2e livre après La magie du rangement, sur YouTube, en livre audio. C'est comme ça que j'ai lu tous ses livres au début. Et la voix du livre audio elle est trop bien. Mais quand je l'ai recherché il y a un an, j'ai l'impression que ça a été suspendu, enfin des droits d'auteur peut-être. Et je voulais de toute manière acheter son livre. J'étais tellement enthousiaste de parler de Marie Kondo, j'ai oublié de rappeler le sujet de son livre. Donc Marie Kondo a écrit 2 livres sur l'art du rangement. Elle a mis au point toute une méthode sur comment trier. Et ce 2e livre se concentre plus sur comment après le rangement, qu'est-ce que tu fais quoi. Donc dans Spark Joy t'as des illustrations en plus qui sont vraiment trop mignonnes, enfin qui t'aident à visualiser en fait ce que veut dire Marie Kondo. Dans sa matérialité le livre est trop cool, genre c'est un livre dodu et les pages sont très agréables à lire et j'ai vraiment lu ça en une journée. C'était chouette, j'étais trop contente de retrouver sa voix, c'est quelqu'un d'hyper apaisant, même si c'est traduit. Donc j'étais dans ma phase envie de faire du tri, envie de ranger. J'ai trié mes vêtements au début de décembre et j'ai filmé cette vidéo qui un jour peut-être verra le jour sur ma chaîne. Globalement c'est un livre qui te donne énormément d'idées. Je sais pas si c'est nécessaire de lire ce livre si t'as lu le premier, mais moi je suis une fan inconditionnelle. Par exemple, j'ai un peu changé ma chambre de manière à mettre en valeur ma collection de cristaux parce que c'est important pour moi. Je trouvais qu'on les voyait pas assez et là je les vois tout le temps. Tout le temps je passe devant mes cristaux et je suis contente. Ou une autre idée qu'elle donne, c'est un peu bête mais tu sais les scrunchies, les gros chouchous. Moi c'est des chouchous que je trouve super beaux mais que je mets très rarement. Et ils étaient dans un bocal chez moi et elle a dit mettez-les sur vos centres. Du coup j'ai mis mes scrunchies sur mes centres, je trouve ça trop mignon et je les vois et c'est pas galère de les attraper, juste ils sont mieux mis en valeur que s'ils étaient fourrés dans une boîte. Une dernière idée, je crois que c'est quelque chose que tout le monde fait mais moi j'ai toujours eu toutes mes affaires dans ma chambre. Je me maquille dans ma chambre, je me brosse les cheveux dans ma chambre. Marie Kondo elle insistait tellement pour mettre sa skincare dans la salle de bain, j'ai commencé à faire ça. C'est ridicule tu vois, en fait c'est tout le temps ça, j'ai l'impression que quand je parle de ma passion pour le tri, l'organisation, le rangement, je sais pas, j'adore parler de ça mais j'ai l'impression que ça paraît tellement futile de s'intéresser à comment t'organises ton espace où tu vis et comment tu fais en sorte de bien te sentir et tout. Enfin bref, ma chambre c'est genre mon sanctuaire et l'endroit où je passe le plus de temps, je pense. Donc c'est hyper important pour moi que ce soit une pièce à vivre qui soit belle, utile et calme. Du coup tous ces conseils sont précieux pour moi. Dans une moindre mesure je voulais vous parler du livre de Rachel Host. C'est une youtubeuse que je suis depuis super longtemps. Je suis contente de voir son évolution. Bon, elle parle beaucoup de sport et de nutrition. Ça m'intéresse pas trop. Mais elle est aussi très notoirement minimaliste. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Parfois elle fait des trucs qui m'agacent mais c'est son mode de vie donc j'ai rien à dire dessus. Mais elle a fait un livre et j'étais là, intéressant. C'est un livre que j'ai adoré lire, pareil, en 2 heures t'as fini de le lire. Au début j'étais un peu irritée par la mise en page,
parce que évidemment ça se veut minimaliste, mais t'as un peu du papier pour rien, tu vois. Après je me suis dit, est-ce que c'est de l'espace laissé pour prendre des notes peut-être? Je pense pas, je pense que c'est vraiment pour l'esthétique, mais il y a beaucoup de très bonnes idées, c'est un livre hyper intéressant. Ça c'était cool, elle a fait une page sur les produits ménagers dont t'as pas besoin et qui sont plus écologiques et beaucoup moins chers toujours. Enfin c'était cool de lire ça en fait juste après. C'est des livres que je chéris et que je suis très contente d'avoir, contente de les avoir lus. Et voilà, juste la couverture, elle m'a saoulée, genre, c'est quoi ça? Bon, ça a un peu rien à voir, mais là je me sens obligée de vous parler un peu de cette agglomération de vidéos que je regarde. Il y a des documentaires hyper intéressants, un documentaire sur le plastique, je vous le mets en barre d'infos, il est dispo sur YouTube de Cache Investigation, 2 heures de pur bonheur sur plein de trucs que tu suspectes, mais les images sont horrifiantes. Ça te donne vraiment envie de t'intéresser à comment tu peux trouver des alternatives écologiques. Un autre documentaire disponible sur Netflix qui s'appelle The True Cost, qui est assez connu. Un documentaire vraiment très important sur l'exploitation. Enfin vraiment tu te prends la réalité en pleine face en regardant ce documentaire. Pour les vidéos sur le Zero Waste, je vous recommande la chaîne de Kristen Leo. J'ai l'impression d'avoir déjà parlé. Sinon il y a la chaîne YouTube de Shelby. Il me semble que c'est Shelby's Old Body. Je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est un petit peu preachy, mais il y a plein de bonnes idées dans ses vidéos et j'ai appris à aimer sa personnalité. C'est quelqu'un de très frontal. J'ai découvert en regardant des anti-haul, genre c'est des personnes qui sont en mode ça je n'achèterai pas, genre c'est une inverse de haul, tu vois. Ensuite t'as Christina Sedona qui est une... Mais j'en ai déjà parlé de ces femmes, c'est pas possible. Et récemment j'ai découvert Anna Louise qui a fait une année sans acheter de produits de maquillage, de beauté, de cheveux, vêtements et tout. Et c'était hyper cool, je connaissais pas du tout ce concept. Et ça m'a archi inspirée, genre je veux grave faire un truc à ma sauce. Là ça fait quoi? Ça fait 10 jours que je regarde un peu non-stop les vidéos d'Anna Louise. Je peux toujours apprendre des autres et... J'étais dégoûtée quand j'ai vu qu'elle avait 18 000 abonnés, j'étais là mais c'est pas possible. Enfin, ça m'attriste que les gens ils s'intéressent pas plus à toutes ces alternatives écologiques, minimalistes et tout. Genre je sais pas, ça te fait du bien à toi et ça fait du bien aux autres. Can you believe, j'ai fini. Je suis trop contente de vous avoir présenté la crème de la crème. Ces petits livres qui me font chaud au cœur, qui m'inspirent. J'espère que vous avez bien aimé, que ça vous a fait découvrir des petits trucs, que ça vous inspire. Merci de me soutenir dans cette chaîne YouTube, merci d'être toujours au rendez-vous, de laisser des petits commentaires trop mimi. J'adore discuter avec vous là-bas. Et voilà, on se voit à la prochaine. Salut!